La plupart des gens entendent le mot Ouzbékistan et imaginent un vide au milieu de l'Asie. Une terre dure. Une ancienne république soviétique. Un pays qu'on survole, pas un pays dont on rêve. Mais et si cet espace vide avait été, un jour, l'un des centres les plus brillants de la civilisation humaine? Et si certaines des villes les plus riches de la planète s'étaient dressées ici, étincelantes de dômes bleus, de mosaïques dorées, et de caravanes chargées de soie, de papier, d'épices et d'idées? Et si les routes qui reliaient autrefois la Chine, la Perse, l'Inde, l'Arabie et l'Europe convergeaient toutes vers cette même terre? Et si, même aujourd'hui, au-delà des clichés et du silence, l'Ouzbékistan restait l'un des pays les plus extraordinaires que la plupart des voyageurs ne connaissent presque pas? Au cœur de l'Asie centrale, loin des océans, l'Ouzbékistan existe dans un monde façonné par les déserts, les montagnes, les fleuves et la mémoire. C'est l'un des deux seuls pays au monde doublement enclave, ce qui veut dire que pour atteindre une mer, il faut traverser au moins deux autres pays. Pendant des siècles, cet isolement aurait pu sembler un handicap. Mais à l'époque des caravanes, être au milieu, c'était le pouvoir. Quiconque contrôlait les routes qui traversaient cette terre contrôlait les échanges entre les mondes. Et pendant longtemps, l'Ouzbékistan n'était pas en marge de l'histoire. Il en était le centre. Pour comprendre l'Ouzbékistan, il faut d'abord oublier la façon dont les frontières modernes nous font penser. Ce n'était jamais juste un État-nation moderne en attente de naître. C'était une civilisation d'oasis, une civilisation carrefour, une civilisation de survie. Une grande partie du pays est couverte par le désert du Kızılkum, une immensité de sable rouge, de broussailles et de chaleur. Mais dans cette géographie hostile courent des fleuves qui ont rendu la vie possible, notamment l'Amoudaria et le Sirdaria, deux voies d'eau légendaires qui ont nourri des champs, des villes et des empires. Autour de leurs eaux et autour de la logique vitale des oasis, des villages sont devenus des villes, et des villes sont devenues des légendes. Bien avant qu'il y ait un Ouzbékistan, il y avait la Sogdiane, la Bactriane, le Khwarezm et la Transoxiane, des noms qui semblent lointains aujourd'hui, mais qui comptaient énormément pour le monde antique. Les marchands de ces terres étaient parmi les grands connecteurs de l'Eurasie. Ils transportaient non seulement des marchandises, mais des croyances, des technologies, des langues, des histoires. Le bouddhisme, l'islam, le christianisme, le zoroastrisme, l'astronomie, les mathématiques, l'art et l'architecture circulaient tous le long des routes qui traversaient cette région. La route de la soie n'était jamais une route unique. C'était un réseau vivant. Et l'Ouzbékistan en était l'un des cœurs battants. Puis vinrent les conquérants. Alexandre le Grand y marcha. Des armées arabes arrivèrent avec l'islam. Des dynasties turques s'élevèrent. Des cavaliers mongols déferlèrent sur les plaines. Et de ce creuset d'invasions et d'échanges émergea l'un des empires les plus redoutables du monde médiéval, sous Timur, connu en Occident sous le nom de Tamerlan. Il allait transformer Samarcande en une capitale d'une ambition époustouflante, une ville conçue non pas seulement pour dominer un territoire, mais pour impressionner la planète entière. Samarcande, c'est là que beaucoup de voyages en Ouzbékistan commencent vraiment, pas parce que c'est la capitale, mais parce que c'est là que bat le cœur de l'imaginaire du pays. Rien que son nom a une espèce de gravité. Pendant des siècles, poètes et chroniqueurs en parlaient avec révérence. Se tenir à Samarcande aujourd'hui, c'est sentir cette révérence devenir physique. Soudain, le bleu de ces dômes ne semble plus décoratif, il semble cosmique, comme si le ciel lui-même avait été capturé et fixé dans la céramique. Le Registan, c'est l'image que beaucoup de gens emportent pour toujours. 3 madrasas encadrent une vaste place avec un équilibre et une splendeur telle que ça paraît presque irréel. La madrasa d'Ulugh-Beg, la madrasa Sherdor, la madrasa Tilyakori. Leurs façades brûlent de géométrie, de calligraphie et de couleurs. Au lever du soleil, les mosaïques brillent doucement. À midi, elles flambent. Au crépuscule, elles deviennent presque immatérielles sous une lumière ambrée. Mais le Registan n'a jamais été construit seulement pour la beauté. C'était une scène pour le savoir, le pouvoir et la vie urbaine. Des étudiants y étudiaient la théologie, les mathématiques, la philosophie et l'astronomie. Des souverains y projetaient leur autorité. La ville s'y annonçait au monde. Et Ulugh-Beg, dont le nom survit dans la pierre, n'était pas simplement un prince. C'était l'un des grands esprits scientifiques de son époque. Au XVe siècle, alors qu'une bonne partie de l'Europe regardait encore le ciel avec émerveillement mais des instruments limités, Ulugh-Beg construisait un observatoire à Samarcande et produisait des tables d'étoiles d'une précision remarquable. C'est important parce que l'Ouzbékistan est souvent imaginé uniquement à travers le prisme de l'empire et de la conquête. Mais son histoire est aussi une histoire de science. Ici, le ciel a été mesuré. Les chiffres ont été affinés.
Le savoir a été institutionnalisé. La splendeur et l'intellect n'étaient pas opposés, ils étaient partenaires. Samarcande ne s'arrête pas au Registan. Il y a Shakizinda, une nécropole si sublime qu'elle ressemble davantage à un couloir de joyaux qu'à un cimetière. Des mausolées longent un chemin étroit, leur surface couverte d'un carrelage bleu si complexe qu'il semble changer à chaque pas. Il y a la mosquée Bibi Kanim, autrefois l'une des plus grandes du monde islamique, bâtie pour incarner une ambition impériale si démesurée que même ses ruines ne peuvent l'amoindrir. Et il y a le bazar Siob, où le passé monumental laisse place au présent vivant, et où l'odeur du pain, des épices, des fruits et de la viande grillée te rappelle que les grandes villes ne sont pas des musées. Ce sont des écosystèmes. Si Samarcande était le joyau impérial, Boukhara en était l'âme. Plus ancienne, plus dense, plus intérieure, Boukhara est une ville qui semble respirer à travers ses cours, ses dômes, ses ruelles et son silence. Pendant plus de 1000 ans, c'était l'une des grandes capitales intellectuelles du monde islamique. Des érudits venaient y étudier le droit, la théologie, la médecine, la philosophie. Des commerçants venaient échanger des marchandises de toutes les directions. Des pèlerins venaient chercher la piété. Les dynasties passaient, mais Boukhara restait un centre de gravité. Sa vieille ville garde encore cette gravité. Le complexe Poikalian se dresse au-dessus des rues avec une présence qui semble presque improbable. Le minaret Kalian, construit au XIIe siècle, domine la ville comme une colonne de terre cuite et de mémoire. Quand Gengis Khan est censé l'avoir vu, la légende dit que même lui a été impressionné. À côté se dresse la mosquée Kalian et la madrasa Miri arabe, qui assemblent dévotion, savoir et architecture en une seule composition urbaine. Autour d'eux, Boukhara se déploie à travers des caravansérails, des marchés voûtés, des maisons de thé, des hammams et des ateliers discrets où le métal, le bois, la soie et la broderie portent encore de vieilles traditions dans le temps présent. Boukhara enseigne une leçon différente de Samarcande. Samarcande écrase. Boukhara absorbe. À Samarcande, tu lèves les yeux, stupéfait. À Boukhara, tu erres et tu commences à écouter. C'est une ville de texture, pas seulement de spectacle. La brique usée, la lumière filtrée, la répétition des arches, l'appel à la prière qui traverse de vieux murs, le travail patient des artisans, le bruit des pas sur la pierre. Ici, l'Ouzbékistan révèle que sa beauté n'est pas seulement grandiose et impériale. Elle est aussi intime. Et puis il y a Khiva, peut-être ce qui se rapproche le plus, en Asie centrale, d'un rêve fortifié. À l'extrême ouest du pays, près des déserts du Khorezm, Khiva se dresse avec ses murailles en briques de boue, ses tours de guet, ses minarets, ses cours et ses palais qui lui donnent l'air d'exister en dehors du temps ordinaire. Entre dans la vieille ville intérieure, Litchankala, et le monde moderne s'efface avec une rapidité déconcertante. Les rues se rétrécissent. Les tours se penchent vers le ciel. La lumière du soleil accroche les céramiques vernissées et le bois sculpté. La ville ressemble moins à une reconstruction qu'à une mémoire préservée à taille réelle. Mais Khiva n'était jamais juste romantique. C'était un bastion stratégique du désert et un nœud important dans le commerce régional, la politique et l'esclavage. Comme beaucoup d'endroits sur la route de la soie, son passé contient à la fois brillance et brutalité. Cette dualité compte. La beauté de l'Ouzbékistan devient plus puissante quand elle n'est pas aplatie en fantasmes. Ces villes étaient magnifiques, oui, mais elles étaient aussi façonnées par la hiérarchie, la guerre, l'ambition, la foi et la peur. La vraie histoire n'est jamais une carte postale. C'est un champ de tension. L'Ouzbékistan mérite d'être vu dans son entièreté. Au-delà des villes monumentales, le pays s'ouvre sur des paysages que beaucoup d'étrangers n'associent jamais à lui. Le désert du Kuzulkum s'étend avec une élégance sévère qui peut sembler vide jusqu'à ce qu'on comprenne combien de vie et de mouvement il a autrefois dirigé. Le désert ici n'était pas simplement une absence. C'était un défi, un filtre, une route. Des caravanes le traversaient. Des forteresses en gardaient les bords. Des nomades le lisaient différemment des agriculteurs. À l'aube, il peut sembler froid et infini. L'après-midi, c'est une fournaise. La nuit, il devient un théâtre d'étoiles, un endroit où le ciel remet le monde à sa juste échelle. Et puis il y a la tragédie de la mer d'Aral, l'une des catastrophes environnementales les plus glaçantes de l'ère moderne. Autrefois l'une des plus grandes mers intérieures du monde, elle a été dévastée à l'époque soviétique quand les fleuves qui l'alimentaient ont été détournés pour une irrigation massive, notamment pour le coton. Le résultat, un effondrement écologique à une échelle qui coupe le souffle. Des communautés de pêcheurs se sont retrouvées loin de toute eau. Le sel et la poussière du fond exposé ont répandu maladie et misère.
Des bateaux ont été laissés à rouiller dans un nouveau désert, transformant un ancien rivage en l'un des paysages les plus hantés de la planète. Si les grands monuments de l'Ouzbékistan montrent la créativité humaine à son apogée, la catastrophe de la mer d'Aral montre la planification humaine dans ce qu'elle a de plus irresponsable. Pourtant, même ici, le pays résiste à toute simplification. L'Ouzbékistan n'est pas juste un musée de la gloire de la route de la soie ou un avertissement écologique. C'est une société vivante en pleine transformation rapide. Depuis l'indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique en 1991, et surtout ces dernières années, le pays s'ouvre de plus en plus au tourisme, à l'investissement, aux réformes et au monde extérieur. De nouvelles liaisons ferroviaires, de nouveaux hôtels, des sites patrimoniaux restaurés et des politiques de visa assouplies l'ont rendu plus accessible que jamais. Samarcande a accueilli la conférence générale de l'UNESCO en 2025, un rappel symbolique que ce carrefour historique se réaffirme sur la scène mondiale. Tachkent, la capitale, raconte une autre partie de l'histoire ouzbèque. Ce n'est pas la ville vers laquelle l'imagination étrangère se tourne en premier, mais elle compte parce qu'elle incarne le visage moderne du pays. Une grande partie de Tachkent a été reconstruite après un tremblement de terre dévastateur en 1966, et aujourd'hui elle porte des couches d'urbanisme soviétique, d'ambition post-soviétique, de patrimoine islamique et de vie urbaine contemporaine. De larges avenues, des stations de métro célèbres pour leur design, des boulevards arborés, des musées, de nouvelles entreprises et de vieux quartiers, tout coexiste dans une ville qui refuse les clichés exotiques que les étrangers lui collent souvent. Tachkent dit clairement, l'Ouzbékistan n'est pas figé dans ses monuments. Il est au présent. Et puis il y a les gens, sans qui l'architecture n'est que décor. L'hospitalité ouzbèque n'est pas un cliché inventé pour les touristes. C'est une éthique sociale profondément enracinée. Le thé arrive vite. Le pain est rompu avec cérémonie. Les invités sont honorés. Les repas s'étirent avec générosité. La conversation compte. La famille compte. La table compte. À travers le pays, la nourriture elle-même raconte l'histoire des échanges et de l'adaptation. Le plov, le grand plat de riz d'Asie centrale, arrive parfumé de carottes, de viande, d'oignons et d'épices, chaque région réclamant sa propre version. Il y a les samsa cuits dans des fours tandoor, les nouilles lagman, les brochettes de chachlik, les pâtes tirées à la main, les fruits secs, les noix, les melons et les galettes de non estampillées de beaux motifs. Manger en Ouzbékistan, c'est goûter la route de la soie dans sa forme quotidienne. La culture ici n'est pas seulement héritée. Elle est jouée, portée, chantée, brodée, négociée. Dans les marchés et les ateliers, on voit les tissus ikat flamboyés de couleurs. Dans la céramique, la broderie Suzani, la sculpture sur bois et la ferronnerie, de vieilles techniques persistent avec une vitalité remarquable. Dans la musique, les rythmes du doïra et les longues lignes mélodiques portent à la fois célébration et mélancolie. Dans la vie religieuse, les mosquées et les sanctuaires restent importants, mais les rythmes séculiers, les héritages soviétiques et les aspirations modernes aussi. L'Ouzbékistan est majoritairement musulman, mais comme beaucoup de sociétés post-soviétiques, il contient des couches d'identité publique qui ne rentrent dans aucune case facile. C'est ça qui le rend si fascinant. Et justement, la fascination, c'est exactement ce qui manque à l'Ouzbékistan dans la conscience mondiale. Pour beaucoup en dehors de l'Asie centrale, le pays a été réduit à une caricature, une confusion ou carrément une absence. Certains ne connaissent que le nom d'une parodie fictive. D'autres ne savent que de vieilles histoires d'autoritarisme, de coton ou de frontières fermées. Mais les pays ne se résument pas à un titre de presse, une époque ou un stéréotype. L'Ouzbékistan, plus que beaucoup d'autres endroits, punit la paresse intellectuelle. Il te demande de remplacer les suppositions par l'attention. Parce que quel genre de pays contient à la fois l'une des places architecturales les plus éblouissantes du monde, l'une des grandes cours scientifiques de l'histoire, l'une des villes savantes les plus vénérées de l'islam, l'un des avertissements écologiques les plus durs qui soient, et l'une des régions urbaines les plus anciennement habitées de la Terre, et reste pourtant absent de la plupart des listes de voyages de rêve. Quel genre de pays peut faire ressentir à un premier visiteur à la fois l'émerveillement et la honte, l'émerveillement devant sa beauté, la honte de ne pas l'avoir su plus tôt ? Une partie de la réponse tient à la géographie. L'Asie centrale reste mentalement lointaine pour beaucoup de voyageurs. Une partie tient à l'histoire. La domination soviétique a plié cette région dans des récits écrits ailleurs. Une partie tient au marketing. L'Ouzbékistan n'a jamais occupé le rôle fantasmé que le Maroc, l'Égypte ou l'Inde ont joué dans l'imaginaire occidental. Et une partie tient à la nature du lieu lui-même. Il ne se livre pas en une image simple. Désert et oasis. Empire et effacement.
savoir et conquête. Tradition et réforme. Monument et intimité. L'Ouzbékistan te fait bosser un peu. Et ensuite, il te récompense immensément. Ce qui est peut-être le plus émouvant, c'est à quel point le pays ressemble souvent à une conversation entre l'endurance et la réinvention. Des civilisations ont émergé ici parce qu'on pouvait gérer l'eau, protéger le commerce, valoriser le savoir. Elles sont tombées quand les routes ont changé, quand les armées sont arrivées, quand les écologies ont flanché, quand le pouvoir s'est durci. Et pourtant, encore et encore, la vie s'est réorganisée. Des mosquées ont été restaurées. Des écoles ont rouvert. Des marchés sont revenus. Des langues se sont adaptées. Des familles sont restées. Cette continuité n'efface pas la souffrance, mais elle donne à cette terre une dignité particulière. Tiens-toi au Registan après la tombée de la nuit, quand les foules se dispersent et que les façades immenses commencent à luire contre le ciel noir, tu sens quelque chose de rare. Pas seulement de la beauté, mais une confiance civilisationnelle qui survit à la catastrophe. Erre dans les ruelles de Boukhara à l'aube, quand les marchands arrangent encore leurs marchandises et que les vieilles briques gardent la fraîcheur du matin, tu sens comment la mémoire urbaine peut survivre aux empires. Regarde les ombres s'allonger sur les murs de Khiva, et l'histoire ne paraît plus abstraite. Elle semble habitée. Même les paysages au-delà des villes approfondissent ce sentiment. Dans les montagnes du Nurato et la fertile vallée de Fergana, dans des forteresses du désert et des villages reculés, dans des trajets en train entre les grandes villes, l'Ouzbékistan s'étend au-delà de ces sites iconiques pour révéler une géographie humaine plus complète. La vallée de Fergana, partagée avec les pays voisins, est depuis longtemps l'une des régions les plus fertiles et les plus densément peuplées d'Asie centrale, un lieu d'agriculture, de traditions artisanales et d'importance stratégique. Elle rappelle que l'histoire de l'Ouzbékistan ne concerne pas seulement la gloire passée, mais aussi la vie démographique et économique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le pays a la plus grande population d'Asie centrale, plus de 37 millions de personnes, et une économie en croissance qui essaie de se repositionner entre grandes puissances et marchés mondiaux. Cet avenir est encore en négociation. Les réformes apportent des opportunités, mais aussi des pressions. Le tourisme peut revitaliser le patrimoine, mais aussi le commercialiser. La fierté nationale peut préserver la mémoire, mais aussi la simplifier. L'Ouzbékistan, comme tout pays qui entre dans une nouvelle ère d'attention mondiale, doit décider comment se moderniser sans vider la profondeur même qui le rend précieux. Mais c'est peut-être pour ça que le pays laisse une impression si forte. Il n'est pas poli pour être facilement consommé. Il reste substantiel. Il garde encore du mystère. Pas le mystère au sens cheap du vague, mais dans le sens plus ancien de sens en couche. Le genre de mystère qui reste même après qu'on en apprend plus. Surtout après qu'on en apprend plus. Voyager ici change aussi ta rapport au temps. Le train à grande vitesse peut emmener entre Tachkent, Samarcande et Boukhara avec une efficacité surprenante, et pourtant chaque arrivée ressemble à une transition entre des siècles. Par la fenêtre, des immeubles, des champs de blé, des vergers, des pylônes et des dômes lointains défilent sans s'excuser les uns des autres. L'Ouzbékistan ne laisse jamais une époque effacer complètement une autre. Des mosaïques soviétiques coexistent avec la calligraphie islamique. Des tours de verre peuvent surgir non loin d'anciennes routes de caravanes. Des jeunes avec des smartphones se déplacent dans des villes dont les noms résonnaient autrefois comme des légendes dans les cours d'Europe et de Chine. Il y a aussi la vallée de Fergana, plus verte et plus peuplée que les villes du désert qui dominent les cartes postales. Ce bassin fertile a longtemps été l'un des grands paysages humains d'Asie centrale, un lieu d'agriculture, d'artisanat et de monde socio-dense. Ici, mûriers, canaux, ateliers et maisons familiales révèlent un autre Ouzbékistan, moins monumental peut-être, mais pas moins important. Le tissage de la soie, la céramique et la coutellerie continuent dans des villes où le savoir-faire est encore traité comme un héritage. La vallée te rappelle que les civilisations ne sont pas bâties uniquement par des empereurs et des architectes. Elles sont bâties par des cultivateurs, des commerçants, des cuisiniers, des tisserands, des forgerons et des parents qui transmettent des façons de vivre qui survivent à la politique. À Rishtan, les traditions céramiques ont rendu la ville célèbre depuis des générations. À Margilan, la production de soie porte les vieilles associations avec la route de la soie jusqu'au présent. À Kokand, les souvenirs de Cana, de palais et de pouvoir régional ajoutent un autre chapitre à la carte historique fragmentée du pays. Ces endroits comptent parce qu'ils compliquent la narrative simpliste selon laquelle l'Ouzbékistan se résumerait à Samarcande et Boukhara. Les villes célèbres sont éblouissantes, mais elles ne sont que les sommets visibles d'un terrain culturel bien plus vaste. Ce terrain plus large inclut la logique de l'eau, peut-être la force la plus décisive de la région après le commerce lui-même.
Dans un pays sec, l'irrigation, c'est le destin. Champs, vergers, villages et vie urbaine dépendent tous de la façon dont l'eau est captée, partagée et parfois surexploitée. Pendant des siècles, les communautés ici ont développé des façons sophistiquées de vivre avec la rareté. À l'époque moderne, cependant, l'échelle de l'intervention a changé radicalement. Le coton est devenu roi sous la planification soviétique, et les paysages ont été réorganisés pour servir des quotas de production bien loin des gens qui vivaient avec les conséquences. C'est une des raisons pour lesquelles la catastrophe de la mer d'Aral semble si symbolique. Ce n'est pas seulement une mer qui disparaît. C'est ce qui arrive quand on traite une terre comme une machine plutôt que comme un habitat. Et pourtant, l'image de l'Ouzbékistan comme simple république du coton rate à quel point le pays est divers sur le terrain. Il y a des vignobles et des champs de melons, des villages de montagne et des camps de yourtes dans le désert, des écoles théologiques carrelées et des banlieues industrielles, des mausolées anciens et des salles de mariage animées. Les mariages, d'ailleurs, sont l'un des grands théâtres sociaux de la vie contemporaine ici, des rassemblements immenses où famille, statuts, musique, nourriture et rituels fusionnent en un spectacle inoubliable. Si l'architecture te dit ce qu'une civilisation valorisait autrefois, les mariages te disent souvent ce qu'une société valorise maintenant: la parenté, la célébration, la continuité et l'honneur public. Écoute attentivement en Ouzbékistan et tu entends à quel point l'appartenance peut être en couche. Tu entends l'ouzbek, bien sûr, mais aussi le russe, le tadjik dans certaines villes, et les nombreuses variations tonales qui viennent avec la région, la génération et la classe. L'identité ici n'a jamais été simple. Les influences persanes, l'héritage turcique, les traditions islamiques, les institutions soviétiques et la construction nationale moderne coexistent dans le même corps social. C'est pourquoi le pays semble si riche à quiconque accepte de faire attention aux détails. Il n'est pas seulement vieux. Il est en couche. L'architecture religieuse du pays reçoit souvent toute l'attention, mais son design séculier mérite aussi un regard. Les stations de métro de Tachkent, par exemple, sont parmi les plus saisissantes de l'ancien monde soviétique, chacune conçue avec un langage visuel différent, chandeliers, marbre, géométrie et relief. Elle révèle un autre type d'ambition, la conviction du XXe siècle que l'infrastructure publique pouvait elle-même être monumentale. Passe d'une station à l'autre et tu traverses des visions curatoriales de modernité, de discipline et de fierté. Même sous terre, l'Ouzbékistan a appris à construire avec du théâtre. Et puis il y a la simple question de la couleur. Peu d'endroits utilisent le bleu comme l'Ouzbékistan. Le turquoise des dômes, le cobalt profond des mosaïques, le ciel pâle du désert, le vert des cours après l'irrigation, la poussière d'or du soir, le thé noir versé dans des bols à motifs, le rouge des textiles brodés, le blanc de la neige d'hiver contre les formes timourides. Cette chorégraphie de couleurs explique pourquoi tant de voyageurs peinent à décrire le pays sans avoir l'air d'exagérer. C'est un endroit qui semble avoir été mis en scène par l'histoire elle-même. Mais ce n'est pas seulement la beauté qui reste. Ce qui reste, c'est la dissonance émotionnelle. La sensation de marcher dans des endroits qui devraient être mondialement célèbres et de les trouver encore étrangement peu visités. La sensation de voir des écoliers en uniforme jouer dans des places construites par des conquérants. La sensation de manger du pain encore chaud d'un temps d'or tout en évoquant l'astronomie dans une ville où des catalogues d'étoiles ont jadis changé la science. La sensation de se tenir dans un cimetière de bateaux de la mer d'Aral et de réaliser que le même siècle qui a donné à l'humanité le voyage spatial a aussi détruit une mer intérieure. L'Ouzbékistan est plein de ces chocs. Ils empêchent le pays de devenir décoratif. Pour les voyageurs, ça signifie que l'expérience peut être étonnamment personnelle. L'Ouzbékistan ne t'écrase pas de spectacle à chaque minute. Au lieu de ça, il alterne grandeur et échelle humaine. Une heure tu es devant une façade monumentale conçue pour projeter l'éternité impériale. L'heure suivante tu es dans une cour ombragée à entendre le cliquetis des tasses de thé. À un moment tu traces le chemin de Timur et du Lükbeg. Le suivant tu marchandes des abricots, tu admires une Suzani brodée à la main, ou tu écoutes un chauffeur de taxi t'expliquer à quel point le pays a changé ces 10 dernières années. Cette alternance fait partie de la magie. Elle rend l'histoire respirable. La saison compte aussi. Au printemps, le pays s'adoucit. Les arbres fleurissent, les marchés s'animent, et les bords du désert semblent brièvement cléments. En été, la chaleur intensifie la vieille logique des murs épais, des cours ombragés et de la vie du soir. En automne, les couleurs de la récolte arrivent avec les melons, les raisins et une longue lumière dorée sur le carrelage bleu. En hiver, la neige peut se poser de façon inattendue sur les dômes et les minarets, transformant des monuments familiers en quelque chose de presque irréel.
L'Ouzbékistan n'est pas une expérience visuelle unique. Il change de caractère avec le calendrier, et ce changement approfondit son emprise sur la mémoire. C'est peut-être pour ça que les visiteurs qui y reviennent parlent souvent du pays avec une espèce d'affection protectrice. Ils ont le sentiment d'avoir découvert non pas exactement un secret, mais un endroit qui n'a pas encore été aplati par la globalisation. Des vieux quartiers qui respirent au rythme local. L'émerveillement encore disponible. Alors non, l'Ouzbékistan n'est pas un espace vide. Ce n'est pas juste une ancienne république soviétique. Ce n'est pas juste une étape sur une route commerciale oubliée. C'est l'un des grands carrefours de l'histoire humaine, encore marqué par le mouvement des idées, des marchandises, des croyances et des gens. C'est un pays où des dômes turquoises s'élèvent de la lumière du désert comme des mirages rendus permanents. Un pays où l'astronomie et l'empire ont partagé la même place. Un pays où l'hospitalité est pratiquée comme si des étrangers arrivaient encore en caravane. Un pays où les ruines d'une catastrophe écologique se dressent non loin de villes d'une beauté stupéfiante. Un pays plus texturé, plus intelligent, plus meurtri et plus magnifique que la plupart des étrangers ne l'imaginent jamais. Et peut-être que c'est ça le vrai pouvoir de l'Ouzbékistan. Il ne te montre pas seulement lui-même. Il te montre combien de monde tu as appris à ignorer. Il te rappelle que la carte est pleine d'endroits cachés non pas par la distance, mais par l'habitude. Des endroits qui ont autrefois relié des continents et pourraient le faire à nouveau. Des endroits qui attendent non pas d'être inventés par les médias du voyage, mais simplement d'être vus clairement. S'il y a une leçon dans l'Ouzbékistan, c'est peut-être celle-ci: l'histoire n'appartient pas seulement aux empires qui dominent les grands titres modernes. Une partie d'elle survit dans des cours, dans des fours à pain, dans du carrelage bleu, dans des cartes d'étoiles, dans des routes du désert, dans des noms prononcés depuis des milliers d'années. Une partie survit dans des pays que le monde croit avoir égarés. Et quand tu arrives enfin ici, dans l'ombre bleue de Samarcande ou dans le calme ambré de Boukhara, tu réalises que l'Ouzbékistan n'a jamais été perdu. C'est nous qui regardions dans la mauvaise direction.